Philippe et Lilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, conférencier. Vous avez écrit il y a quelques mois un ouvrage sur Israël et ses conflits. Et avec vous, je voulais que nous discutions, on va dire, avec un petit peu de recul après cette semaine extrêmement mouvementée sur le plan politique, la dissolution du Parlement. Et je voudrais, puisque nous sommes déjà entrés en campagne électorale en perspective des élections du 9 avril prochain, parler de ce que l'on pourrait appeler le phénomène Benny Gantz, ce chef d'état-major général très charismatique qui a l'intention d'entrer en politique et qui se fait désirer, on pourrait le dire comme cela, puisqu'on attend avec impatience qu'il prononce ses premières déclarations, qu'il fasse ses premières déclarations politiques. Il a hier après-midi, déjà enregistré son parti qui prend le nom de Chosen l'Israël, puissance d'Israël, comme on pourrait le dire. Mais on attend encore de l'entendre parler, de connaître un peu ses positions sur les grands dossiers à l'ordre du jour. La question que je vous pose, c'est comment un homme qui n'a pas encore ouvert la bouche, même s'il a un passé militaire extrêmement prestigieux, peut obtenir dans les sondages déjà 15 mandats à la tête d'une liste qui est encore virtuelle. Comment expliquer ce prestige ou cette aura qu'ont certains chefs d'état-major, anciens chefs d'état-major, lorsqu'ils se lancent dans la vie politique ? Écoutez, à la première question pour Benny Gantz, personnellement, je crois que justement, s'il fait 15 mandats dans les sondages, c'est parce qu'il n'a encore rien dit. Dès qu'il dira quelque chose, il sera attaqué et il pourra très bien enregistrer une perte, peut-être même aussi un gain si jamais il s'avère brillant, et il n'est pas exclu qu'il s'avère brillant. Maintenant, sur le fond, pourquoi un tel prestige des militaires dans le public israélien ? Je crois que c'est d'abord une question de culture. Le public israélien, le peuple israélien est un peuple qui a une armée de conscription, c'est-à-dire une armée populaire. Tous les Israéliens et toutes les Israéliennes d'ailleurs font l'armée, hormis quelques exceptions, même si elles sont de plus en plus nombreuses, et ça a inculqué dans la mentalité israélienne une véritable vénération pour l'institution militaire, parce que c'est une institution du peuple, tout simplement. Ça n'est pas un corps étranger. Je me permets une comparaison avec la France. En France, lorsqu'un général intervient dans la vie politique, comme c'est arrivé à l'été 2017 avec le général de Villiers, ça paraît complètement incongru, parce que cette armée, elle est lointaine, c'est une armée professionnelle, on ne la connaît même pas. Alors qu'ici, l'armée, c'est celle que la grand-mère a faite, c'est celle que le grand-père a fait, c'est celle que le père a fait, c'est celle que la mère a fait, c'est celle que les jeunes font à l'issue de leurs études secondaires. Et donc, l'institution militaire est considérée comme une institution centrale et importante pour tous les Israéliens. Alors, comme vous l'expliquez, on peut peut-être expliquer aussi, à travers ce que vous dites, votre analyse, les raisons pour lesquelles, finalement, au bout du compte, dans la plupart des cas, il y a eu bien entendu des exceptions, mais dans la plupart des cas, les anciens chefs d'état-major reconvertis en hommes politiques se sont avérés souvent de piètres hommes politiques, et ils n'ont pas eu de carrière véritablement réussie comme ils en ont eu dans le monde de l'armée. Ça veut dire peut-être que finalement l'armée, c'est le symbole de l'unité de la nation, tandis que la politique, c'est le symbole de la division de la nation. Oui, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on ne commande pas un gouvernement comme on commande l'armée. Oui. Quand on commande l'armée, on donne des ordres et ça suit. Oui. Dans le gouvernement israélien, c'est complètement différent. Avec ce système complètement éclaté de la représentation proportionnelle, le Premier ministre est en permanence obligé de négocier, de manœuvrer, de gérer des conflits, de gérer des égos, et donc la chaîne de commandement n'est absolument pas la même, et il n'y a parfois même pas de commandement du tout. Il y a aussi une autre question. C'est que si le public israélien a tant de vénération pour ses généraux, c'est aussi parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, ce sont souvent les plus intelligents du pays. Ce sont des gens généralement équilibrés, physiquement, psychologiquement, et ils donnent une image de sagesse mêlée d'intelligence. Ils savent quand est-ce qu'il faut se battre, ils savent aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter, ils savent qu'il faut se préparer à l'avance, ils savent également, ils ont une bonne connaissance de la situation géopolitique du pays, et donc les Israéliens ont beaucoup de considération pour eux. Le problème, c'est que lorsqu'ils rentrent dans l'action politique, tout cela, ils sont parfois obligés de l'oublier.
au profit des querelles partisanes, au profit de la gestion des rapports de force, et donc ça nuit énormément à leur crédit. On devra quand même souligner qu'il y a deux grands chefs d'état-major qui ont assez bien réussi quand même. Enfin, il y en a un au moins qui a assez bien réussi, c'est Yitzhak Rabin. Oui. On sait comment ça s'est terminé. Et encore, il s'y reprit à 2 fois, parce que le premier mandat de Rabin n'était pas un mandat particulièrement réussi, on va dire. Non, mais le premier mandat de Bibi Netanyahou non plus. Voilà, c'est ça, oui. Donc ils faisaient leurs premières armes. Voilà, c'est ça. Oui. Mais Ehud Barak s'est heurté exactement à ce que vous disiez, à savoir qu'un homme particulièrement brillant, ça tout le monde était d'accord là-dessus, tout le monde est encore d'accord là-dessus, c'est à montrer de piètre qualité le chef du gouvernement, parce que tout simplement, il ne savait pas s'entourer de personnes de confiance et il ne savait pas négocier. Et savoir s'entourer de personnes de confiance et savoir négocier, ce sont 2 qualités intrinsèques à un bon chef de gouvernement. Alors, on aurait pu comprendre cela lorsque l'armée était, on va dire, au sortir de grands conflits comme la guerre des 6 jours, où effectivement, après cette période, il y avait une euphorie autour des généraux de l'armée israélienne qui étaient considérés comme des semi-dieux, mais ou même après la guerre de Kippour également. Mais aujourd'hui, depuis l'État d'Israël à aujourd'hui 70 ans, l'histoire politique d'Israël a prouvé que dans la plupart des cas, les chefs d'état-major n'avaient pas particulièrement réussi. Pourquoi est-ce qu'en fait, c'est uniquement le silence de Benny Gantz qui fait sa popularité, ou alors c'est son charisme, ou en fait, on va dire le sentiment que c'est le Sabra typique, et que dès qu'il ouvrira la bouche, eh bien, les sondages vont se... Oui, vous avez raison, parce que le problème se pose surtout à la gauche. La gauche est dans l'attente de son leader depuis fort longtemps, et elle croit l'avoir trouvé à tort ou à raison dans la personne de Benny Gantz. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra également si Benny Gantz ne va pas tout de suite décevoir la gauche, parce qu'il semble qu'il veut se positionner assez à droite pour prendre des voix à la fois à Kulanou, à Yesh Atid et même au Likoud. Donc on a cette caractéristique. Cela dit, à droite aussi, les partis ont toujours besoin d'une caution militaire, parce que c'est une caution sécuritaire. Et on le voit au plus haut niveau aujourd'hui. Si Binyamin Netanyahou se promène en permanence, enfin, fait des missions, avec son fameux Uniqlo, sur tous les champs militaires, s'il se fait prendre en photo au milieu des soldats, ça n'est pas un hasard. En Israël, pour être élu, il faut d'abord être un homme qui garantisse la sécurité du pays. C'est le premier thème dans toutes les campagnes électorales, et ça va l'être encore aujourd'hui, où la menace est quand même extrêmement forte. Entre le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, et Daesh, ou les équivalents de Daesh un peu partout, les Israéliens veulent avoir à leur tête un homme qui incarne la sécurité. D'où Binyamin Netanyahou n'était pas très loin. C'est un homme qui a quand même été officier dans des unités d'élite. C'est un homme qui alors il faudrait quand même. Est-ce que finalement la recette du succès, c'est justement ce compromis entre un homme militaire qui a une certaine expérience et un homme politique qui a aussi, on va dire, les qualités et les défauts de l'homme politique. Mais ce qui n'est pas un hasard non plus, c'est que Yoav Gallant, qui a failli être chef d'état-major, qui a raté le poste pour des raisons un peu obscures d'ailleurs, va rejoindre le Likoud. Je crois qu'il a déjà rejoint, où il va le faire, et sera donc une nouvelle caution sécuritaire pour Binyamin Netanyahou. Donc on a dans le public israélien à la fois une vénération pour l'armée parce que c'est un corps populaire, parce que tout le monde se sent concerné par la chose militaire, et parce que la question sécuritaire est en tête de l'ordre des priorités du pays. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect, premier aspect, on va dire, de la campagne électorale dans tout le monde en Israël, et dans l'attente d'une déclaration de Benny Gantz. Il faut espérer que ça arrivera rapidement, parce que sinon, vous êtes d'accord avec moi qu'il risque de passer un peu aussi pour quelqu'un d'un peu déphasé par rapport à la réalité politique. Il faut qu'il parle, non ? Il est temps qu'il s'exprime. Oui, et en même temps, pour l'instant, il a intérêt à garder le silence, puisque apparemment ça marche. Apparemment, il n'a pas terminé ses négociations avec les gens avec qui il pourrait s'allier. Je crois qu'une fois qu'il aura à peu près sa liste en tête, et puis
les alliances qui lui permettraient de faire un bon score, il révélera un certain nombre de choses. On connaît quand même un certain nombre de choses de lui, déjà, hein. Mais il était tenu par l'obligation de réserve quand il était chef d'état-major. Ensuite, il s'est lancé dans la high-tech et il n'a pas beaucoup parlé. Et donc, quand il parlera, ça créera également l'événement. Voilà, ça créera des remous, ça c'est sûr. Merci beaucoup, merci encore une fois, Philippe Velilia, de nous avoir éclairé donc sur ce phénomène intéressant dans la campagne électorale qui débute en perspective des élections du 9 avril. Et bonne journée, Shabbat Shalom. Bonne journée, Shabbat Shalom à tous les auditeurs.